Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Prestation de serment ce vendredi. Des responsables qui ont été nommés récemment par le président de la République, Paul Kagame. Le premier à prêter serment est le docteur Félicien Ousengumukiza, qui a été nommé en tant que numéro 2 au sein de RGB, l'Office rwandais de la gouvernance, et Kagigwa Gashongore, qui a été nommé vice-président de la Haute Cour commerciale. Après cette prestation de serment, dans son mot des circonstances, le chef de l'État rwandais a interpellé les responsables ainsi nommés à prendre toute la mesure de leurs nouvelles fonctions et responsabilités et à ne pas se limiter uniquement à la prestation de serment. Et puis, le président de la République, Paul Kagame, déclare ne pas avoir de doute quant à la capacité des Rwandais et des institutions mises en place à prendre des choix convenables au pays, même s'il n'est plus à la magistrature suprême de ce pays. Le détail avec Kassim Youssouf. Cet entretien est revenu sur différents domaines de la vie du pays et aussi de la sécurité régionale et du monde en général. Le président de la République, Paul Kagame, a notamment fait observer qu'il est heureux du rôle qu'il a pu jouer dans la reconstruction du pays après le génocide perpétré contre les Tutsis qui avait tout détruit et qu'il a fallu commencer par zéro et qu'il est actuellement en bonne posture dans le concert des nations, ajoutant qu'il n'a pas de doute quant à la capacité des Rwandais et des institutions mises en place à prendre des choix convenables pour le pays, même s'il n'est plus à la magistrature suprême du pays. Right. To begin with, I have no regrets at all to do as well as has been appreciated by these people. Avant toute autre chose, je ne regrette rien pour faire et être apprécié par ces personnes. À ce propos, je n'ai aucun problème parce que j'aurais dû me demander ce que je devrais plutôt réaliser. Deuxièmement, je suis persuadé que la vision est disponible. Nous avons véritablement investi dans des hommes, dans nous-mêmes, dans les institutions. Nous avons mis en place des institutions qui seront encore solides jusqu'à ce que cela explique la question de l'après-Kagame. Après Kagame, ces institutions, ces personnes en lesquelles nous avons investi, avec lesquelles nous avons bravé des défis, combattant dans différentes directions, dans tous ces défis, même si un jour je leur dis « Vous ne devez pas attendre qu'un jour je me réveille et vous dise que je ne peux plus continuer. » Avant de le dire, et je sais que c'est urgent, les gens vont se réunir pour trouver un autre qui évidemment sera différent, qui probablement pourrait faire mieux que moi. Cela, c'est possible. Ou quelqu'un qui va nous mener là où je ne sais pas, mais c'est pourquoi il y a ces institutions que nous avons mises en place pour que s'il vient quelqu'un qui nous conduit dans une direction qui ne convient pas, qu'on puisse dire non, que ce n'est pas cette direction qu'on veut suivre. Dans cet entretien avec Charles Onyango Obo de Nation Media, le président de la République, Paul Kagame, a en outre indiqué que les pays puissants, dont certains ont joué un rôle dans l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis, attribuent au Rwanda ce qu'ils désirent afin de nier l'évidence et de ne pas trouver de solution aux problèmes de l'Est de la République démocratique du Congo. They have turned what they are interested in against us. Ils retournent leurs intérêts à nous en expliquant le problème autrement. Comme je l'ai dit, qu'ils font tout ce qui est possible pour effacer le rôle qu'ils ont joué dans l'histoire du génocide et disent maintenant que le Rwanda, les Rwandais, et parfois ils accusent l'Ouganda et même d'autres, mais surtout le Rwanda, qu'ils veulent des pierres précieuses du Congo pour dire que tout cela se passe
à cause des pierres précieuses. Non. Je suis persuadé qu'il y a ceux qui veulent les pierres précieuses plus que le Rwanda. Ce sont eux qui ne veulent pas quitter là où ils se trouvent et qui font que le problème perdure. Mais si on différencie les choses et qu'on élimine l'incohérence, on peut trouver des solutions au problème des pierres précieuses et on peut résoudre le problème des droits de la population et autre chose qu'on veut. Mais ils mêlent tout cela pour que l'incohérence persiste et que le problème perdure, où certains parmi ceux qui sont loin de la place où se trouve le problème, ils ne rencontrent aucune conséquence. Some people living far away from the problem, they don't feel anything. Le chef de l'État a à ce propos souligné que le Rwanda n'admettra que personne déstabilise sa sécurité et a rappelé qu'il ne demandera à personne l'autorisation lorsqu'il s'avérera nécessaire que la sécurité de la population soit sauvegardée. Le président Kagame a par ailleurs fait savoir qu'il a été surpris de voir que certains pays entrent dans le problème du Congo aux côtés de la partie qui massacre la population après que le gouvernement du Congo ait chassé l'armée de la communauté est-africaine en l'accusant de ne s'être pas rangé de son côté. Parlons à présent sécurité routière au Rwanda. Cette situation s'améliore de plus en plus grâce à l'introduction des nouvelles technologies depuis 2019. Grâce à ces initiatives, les accidents routiers ont été réduits et les accidents donc à hauteur de 19%, comme nous l'a dit Charlène Foura. Au cours des 30 dernières années, le Rwanda s'est engagé dans un ambitieux processus de modernisation de ses infrastructures routières pour assurer la protection de ses citoyens contre d'éventuels accidents. Grâce à des investissements dans ces domaines et à l'adoption des technologies innovantes telles que les caméras de surveillance routière, les régulateurs de vitesse et les contrôles techniques obligatoires des véhicules, la circulation routière a été sécurisée. La police nationale souligne que la plupart des accidents routiers étaient consécutifs à la vetusté des véhicules, d'où la mise en place d'un service de contrôle technique obligatoire. Les problèmes mécaniques font partie des causes des accidents routiers, surtout lorsque le véhicule n'est pas en bon état. C'est pourquoi, grâce à la technologie, nous effectuons des vérifications pour garantir la qualité des véhicules à travers le contrôle technique. Tout d'abord, cela accélère le service et nous permet d'inspecter plusieurs véhicules en peu de temps. Ainsi, plus nous inspectons des véhicules pour s'assurer de leur état, plus nous contribuons à réduire les accidents. Et pour le porte-parole de la police nationale ACP Rutikonga, la technologie introduite dans la circulation routière au Rwanda a permis de réduire sensiblement les accidents. La technologie dont nous disposons nous aide à gérer la sécurité routière à l'aide des caméras que nous appelons Sophia. Ces caméras sont installées le long des routes, mais il existe également d'autres caméras embarquées dans les véhicules, ainsi que des caméras mobiles placées aux abords des routes et des caméras de vidéosurveillance souvent situées au carrefour. Elles ont différentes fonctions, certaines contrôlent la vitesse, d'autres vérifient les documents nécessaires tels que l'assurance et le contrôle technique, et d'autres encore surveillent le port de la ceinture de sécurité ou l'utilisation du téléphone au volant. Nous avons également un projet d'accroissement d'équipement afin de recueillir davantage d'informations sur les conducteurs. Ces caméras sont déployées sur toutes les routes principales du pays pour renforcer la sécurité et réduire les accidents. Cette tendance à la baisse démontre les efforts continus que le pays a déployés dans le domaine de la sécurité routière, où l'éducation et la sensibilisation de la population rwandaise jouent un grand rôle pour maximiser l'efficacité des technologies mises en place. Les utilisateurs de route se réjouissent de ces innovations et soulignent leur importance dans l'amélioration de la sécurité routière et la sauvegarde de vie.
Il est important que la population utilise des véhicules qui sont en bon état, raison pour laquelle nous venons souvent faire les contrôles techniques, pour être sûr que les systèmes de freinage de nos voitures fonctionnent bien. Venir faire ces contrôles est une assurance vie pour nous, les conducteurs bien sûr, ainsi que pour d'autres utilisateurs de la route. Cela nous aide beaucoup et nous évite d'éventuels accidents de circulation. En tout cas, ce n'est pas comme avant. C'était plus facile d'être victime de ces accidents, mais aujourd'hui, avec les mesures de sécurité mises en place, nous sommes beaucoup plus rassurés. Au Rwanda, la sécurité routière fait un succès remarquable et ceci est dû grâce à l'intégration de nouvelles technologies, intelligence artificielle, telles que des caméras de surveillance dans les rues, comme vous pouvez les voir, je dirais des contrôles techniques obligatoires à tous les conducteurs et conductrices, une approche innovante au Rwanda qui a conduit à réduire des accidents et bien sûr sauver un grand nombre de vies. Charlène Furaha pour la télévision rwandaise. Merci donc à Charlène Furaha. La suite de ce journal, l'Association des architectes du Rwanda s'est dit heureuse d'accueillir la rencontre internationale des architectes du monde avec ses 1000 participants à Kigali au mois d'octobre de cette année. Cette conférence internationale des architectes se tiendra au Rwanda et réunira des personnes évoluant dans ces domaines tels que des architectes, des enseignants, des étudiants, des consultants en construction et des investisseurs. Le thème de cette conférence, l'innovation dans la construction durable du futur. Jacques Demérieux, délégué général de la Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs, revient ici sur le choix porté sur le Rwanda. Pourquoi le Rwanda ? Parce que le Rwanda a été candidat d'abord pour avoir cette réunion. Nous demandons à nos membres dans le monde entier qui sont les candidats. Et le Rwanda l'était. Et je suis d'autant plus content que ça soit au Rwanda parce que le Rwanda était candidat pour avoir cette conférence en 2020. Et à cause de la pandémie, nous avons dû annuler la conférence et donc que le Rwanda ait été à nouveau candidat pour 2024 était vraiment une bonne opportunité. Et voilà, et le Rwanda est un pays en plein développement aujourd'hui avec un taux de croissance élevé. Et puis, personnellement, moi j'ai l'impression aussi que le fait que beaucoup de gens au Rwanda parlent le français et l'anglais. Quelque part, c'est une image de l'Afrique en miniature où ces deux langues sont largement répandues. Le bénéfice de cette conférence, ça sera pour le Rwanda d'attirer l'attention sur lui, d'attirer des ingénieurs non seulement du Rwanda, mais de beaucoup d'autres pays africains et de pays partout dans le monde. C'est-à-dire que nous aurons des délégués de la Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs, mon organisation, qui vont venir d'Amérique, d'Asie, découvrir l'Afrique et le Rwanda en particulier. Le thème de la conférence, c'est l'innovation. C'est l'innovation pour répondre aux objectifs de développement durable. Et pour les ingénieurs, l'innovation, c'est vraiment fondamental. C'est pourquoi on supporte vraiment ce thème de la conférence. Dans l'entretien de la semaine, je vous invite à plonger dans l'univers du centre Agachumbi, créé en France, à Paris, par des Rwandais, dans un esprit de partage des sonorités et cultures. Récemment, lors des rencontres culturelles Nyirarumaga, alors qu'il était de passage à Kigali, Dorcy Rugamba, écrivain et homme de culture, a indiqué à Arabié que l'Afrique, comme d'autres peuples colonisés, a été catégorisée comme des civilisations sans histoire parce qu'on a confondu la littérature avec l'apparition de l'écriture. Mais quand on regarde l'histoire de la littérature, la question de la trace habitait aussi les peuples précoloniaux et que des dispositifs ont été mis en place. Nyirarumaga a donc été la pionnière qui est donc archivée pour que des textes puissent être retenus et transmis jusqu'aux générations futures sans être altérés. Suivez Dorcy Rugamba. Et on vous retrouve ici dans ces rencontres culturelles.
Parlez-nous un peu de ces rencontres culturelles, du choix du titre de ces rencontres. Et pourquoi ces choix et qu'est-ce que cela représente? Ces rencontres littéraires sont consacrées à la littérature africaine. Ce qui n'empêche pas de la mettre en dialogue avec d'autres littératures évidemment. Mais elles sont destinées vraiment à mettre en lumière les littératures africaines, parce qu'il y a plusieurs Afriques. Le centre culturel Igicumbi a été créé par Damien Guéguera, qui était un homme de culture, qui voulait qu'il y ait un centre culturel rwandais à Paris, mais qui soit ouvert aussi à d'autres cultures, que d'autres Africains puissent aussi le fréquenter. Et c'était très intéressant justement. La première activité et qui scellait vraiment la naissance du centre culturel Igicumbi, c'était l'organisation de ces rencontres. La première édition s'est tenue à Paris, au centre Cardin, qui est une des places du théâtre de la ville, qui devenait pour le coup immédiatement partenaire et associé à Igicumbi et à ces rencontres qui se tiendront tous les ans à Paris et j'espère aussi toujours au Rwanda. Ici, nous les accueillons dans le cadre de la Triennale de Kigali, qui est un événement culturel pluridisciplinaire, qui embrasse toutes les formes artistiques, que ce soit le théâtre, le cinéma, la musique, les arts visuels, les arts même numériques qui sont en vogue aujourd'hui, voire au-delà, jusqu'au design, jusqu'à la mode, jusque même à la gastronomie. Et c'est inévitablement très heureux qu'il y ait aussi la littérature, art majeur de ce pays, du Rwanda, qui est un pays de tradition. Les poètes y ont joué un rôle extrêmement important, continuent à le jouer d'ailleurs. Et c'est tout à fait symbolique en fait, pas seulement symbolique mais très signifiant que ces rencontres portent le nom de Nyirarumaga. Qui était-elle? Cette reine-mère de substitution qui a configuré tout le dispositif qui a permis réellement la création des institutions, des premières institutions culturelles dans ce pays. C'est elle qui a créé une Neko Yabasisi, que certains appellent la principauté des poètes, et qui a donné vraiment aux écrivains, aux poètes, une place unique dans les autres corporations de métiers au Rwanda, où il y avait le chef de poète qui le restait jusqu'à son décès. Ce qui a permis, c'est la première académie finalement de la langue rwandaise, qui permettait justement de penser cette langue, sa beauté, et qui nous ont laissé un patrimoine. Jusqu'à aujourd'hui, alors que Nyirarumaga est une poétesse qui date, c'est une reine-mère et en même temps une poétesse qui date du XVe siècle, ses poèmes ont traversé le temps et sont parvenus jusqu'à nous, grâce aux institutions qu'elle a mises en place. Une des choses qu'elle a mis en place, que peut-être n'est pas très connue, c'est-à-dire que le poète compose, écrit et crée une œuvre, et il y a eu ce que Kagame Alexis appelait les aèdes, des gens qui, n'étant pas des artistes eux-mêmes, mais apprenaient ces textes pour les répéter. Et on est là dans le souci effectivement de l'archive, d'un texte qui doit rester dans l'histoire. C'est d'ailleurs ce que signifie le mot de Musizi mu Kinyarwanda, c'est celui qui laisse quelque chose. Et ça, c'est fondamental. Et ça permet cette marraine, qui devient du coup la marraine des littératures africaines. Les mêmes littératures africaines ont été stigmatisées par la colonisation comme inexistantes, comme si elles n'avaient jamais existé. La colonisation, la muséographie, l'ethnographie occidentale a fait de l'Afrique un continent sans histoire. Sous prétexte que n'ayant pas connu l'écriture, c'est-à-dire la création de l'alphabet, il n'y aurait pas d'histoire, ces gens ne se souciant pas de laisser du récit, de créer un récit national, ce qui n'est pas vrai. Aujourd'hui, on voit
qu'il y a eu des véhicules, les musiciens en font partie, les poètes en font partie, les acteurs en font partie. C'est-à-dire, par exemple, ces gens qui avaient à cœur de retenir des textes, c'était les premiers acteurs d'une certaine manière. Or, on retrouve, comme dans d'autres pays, par exemple au Mali, on a retrouvé que le premier texte humaniste, la charte du Mandé, qui précède la déclaration des droits de l'homme, est née là-bas. Mais elle a été transportée par les griots jusqu'à nous. Le premier texte humaniste est un texte africain. Et c'est ça dont il est question dans ces rencontres, effectivement, de réhabiliter totalement toute la littérature africaine. Effectivement, ces rencontres se déroulent alors que le Rwanda va commémorer pour la 30e fois le génocide perpétré contre les Tutsis. Est-ce que ces rencontres ont été organisées en fonction de cet grand événement? Les rencontres se tiennent évidemment 30 ans après le génocide, au mois de février, parce que c'était un mois à quelques jours du début de la commémoration, qui est le mois d'avril, en ouvrant sur tous les sujets. Évidemment, la triennale de Kigali se tient sur tous les sujets, mais dans celui-ci. Mais c'est une date évidemment ronde qui peut paraître symbolique, mais elle ne l'est pas, elle est très significative. 30 ans, ça veut dire une génération après. Les gens qui ont 30 ans aujourd'hui n'étaient pas nés. Ils sont déjà aux affaires, partout, dans tous les secteurs justement de la société rwandaise. Le pays lui-même s'est totalement démographiquement renouvelé. Comme tous les pays africains, plus de la majorité de la population a moins de 30 ans. Ça veut dire quelque chose d'important, c'est-à-dire que la majorité des Rwandais n'ont aucune connaissance empirique de ce qui s'est passé ici en 1994. Ils ne peuvent pas le réaliser dans leur propre vécu comme un témoignage immédiat. La seule manière finalement de l'appréhender, évidemment il y a encore des rescapés qui peuvent en parler, mais c'est souvent à travers les œuvres d'art, à travers le cinéma, à travers la musique et tout particulièrement à travers la littérature. Et donc ce mouvement va se poursuivre au fur et à mesure que l'événement reculera dans le temps. Il y aura de moins en moins de témoins, mais il y aura des livres. La littérature continuera à jouer un rôle fondamental. Et ici, ces rencontres littéraires se tenant dans cette circonstance-là, 30 ans après le génocide, forcément, c'est un des thèmes qui sera abordé et on ne pouvait pas ne pas le démarrer ici. C'est une initiative justement du centre Igicumbi avec la mairie que je trouve très lumineux, très à propos. La session plénière du Sénat rwandais a approuvé l'opportunité du projet de loi apportant approbation de la ratification de l'accord de 5 ans entre le Rwanda et le Royaume-Uni pour accueillir plus de 30 000 demandeurs d'asile signé à Kigali le 5 décembre 2023. Le détail avec Assimi Souf. Avant la ratification du projet de loi sur l'accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda, les sénateurs ont souligné qu'il s'agit à la base de l'humanité que le pays a démontré à la communauté internationale, car de nombreux Rwandais sont devenus des réfugiés à différentes périodes de l'histoire du pays. La vie est une priorité et c'est pourquoi j'ai apprécié le gouvernement pour ces accords. Souvent, le Rwanda fait ce que d'autres n'ont pas fait. Les pays considérés comme grandes puissances ont honte de ce qu'un petit pays comme le Rwanda est en train de faire. Je voudrais que nous puissions insister sur la mise en œuvre de tout cela pour le reste du monde, qu'ils sachent que notre pays lutte pour les droits humains de chacun. Les réfugiés ici en sont conscients et ceux qui ne le savent pas pensent qu'un réfugié est un fardeau. Nous devons apprécier les valeurs du pays et regarder au-delà des choses simples. L'accord de 5 ans entre le Rwanda et le Royaume-Uni est limité aux demandeurs d'asile et à ceux qui bénéficieront le statut de migrants. Le ministre de la Justice, le docteur Emmanuel Ogirachebouja, indique comment vivront les demandeurs d'asile après 5 ans. Comme convenu, certains auront le statut de demandeur d'asile
et d'autres le statut de migrant. Une personne ayant un tel statut est reconnue d'une manière ou d'une autre au niveau international. Les demandeurs d'asile obtiendront la résidence permanente et pourront se rendre sur les marchés et tout. Mais le soutien sera entièrement dû aux deux statuts pour ces 5 années. En juin 2022, environ 2000 demandeurs d'asile et migrants auraient été les premiers à entrer au Rwanda si l'accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni n'avait pas été contesté par le Parti travailliste. Le docteur Ogirachewuja indique qu'une loi régissant les réfugiés et migrants a été transmise au gouvernement et qu'un comité indépendant d'appel sera mis en place pour accueillir ceux qui ne seront pas satisfaits. En arrivant ici, chacun présente au bureau de l'immigration une demande d'asile et après, c'est soit autorisé ou pas. Si ce n'est pas autorisé, on pourra faire appel et l'organisme d'appel établi devra décider et fournir un statut basé soit sur l'individu, soit en accord avec le bureau de l'immigration. L'accord signé entre le Rwanda et le Royaume-Uni pour une durée de 5 ans prévoit 370 millions de livres sterling, dont une partie sera accordée aux 30 000 migrants et demandeurs d'asile et le reste sera remis au gouvernement rwandais à travers le budget national. Voilà, c'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie.